Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo et bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Au bord du ring. Et aujourd'hui, je vais partager une discussion avec un lutteur ou un catcheur qui est bien reconnu ici sur le circuit québécois. Il se fait surnommer The Raccoon, Jason Petitclerc. Jason, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Comment tu vas aujourd'hui? Comment je vis? Écoute, je vais commencer par te remercier toi, parce que c'est moi qui te gossais pour être sur ton émission. Fait qu'on va dire les vraies affaires. Fait que merci de m'avoir fait une place en un si peu laps de temps. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très occupé, brûlé avec la lutte. C'est terrible ces temps-ci. Beaucoup de bookings, beaucoup de blessures. J'ai besoin d'un petit break, mais l'été s'en vient, fait qu'on va prendre ça un peu plus relax. Plein de bobo à guérir, mais pas de break encore. J'ai pas mal de bookings dans les prochaines fins de semaine, mais peut-être juillet, prendre ça un peu plus relax, mais sinon, ça va super bien. Je viens de déménager dans une autre ville. Je suis bien, c'est plus en campagne, la vie est belle. Profite de la vie. Justement, tu parles de déménagement et moi, ça va être justement ma réalité dans quelques jours aussi. Donc, je compatis tout à fait le fait que ce soit quand même un sacré travail de déménager, mais aussi après, avec tout le reste qui s'accumule sur le côté, avec la lutte et la vie, ça, c'est pas toujours facile. Et justement, je mentionnais dans l'introduction de cette vidéo comme quoi tu te faisais surnommer The Raccoon. Alors, pour les personnes qui ne comprendraient pas l'anglais ou qui ne savent pas c'est quoi la traduction de The Raccoon, se traduit le raton laveur. C'est bien ça, Ouais. si je me trompe pas. Oui. Et je me demandais, j'étais curieux de savoir d'où ça provenait, d'où tu t'étais inspiré de prendre ce surnom. Ben, c'est arrivé dans le fond parce que un de mes amis, on était au Saguenay, le Kickmaster David Lambert. Puis c'était une tempête, on venait, il était 2 heures du matin, on était encore dans le parc, on roulait à 20 km/h, les charrues puis tout, les déneigeurs étaient dans le fossé, les remorqueurs remorquaient une remorqueuse, c'était dégueulasse, le parc était fermé, mais on a rentré avant qu'il ferme, puis on délirait, puis il y avait des pancartes, genre c'était genre faites attention aux chevreuils, aux caribous, aux orignales. Puis là, lui, il disait ça, puis il dit ça me dérange pas, moi j'étais avec un raton, un raccoon. J'ai trouvé ça bien drôle. Puis après, j'essaie de me trouver un surnom, puis tu sais, les bons surnoms dans la lutte, c'est facile. Si le monde t'appelle par ton surnom, c'est parce que ça clique. Je vais te donner un exemple. Mike Bailey, Speedball. Le monde le voit, ils disent pas Hey Mike Bailey, le monde va dire Hey Speedball. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais j'ai commencé à m'appeler de même parce que je suis quelqu'un de marginal dans la vie. Puis, tu sais, le monde va être des dragons, des serpents, des lions, des tigres, tu sais, des affaires rock, là. Mais moi, je suis un raton. Fait que, puis j'ai les cernes en plus, tu sais, j'ai les cernes qui font le tour des yeux. Fait que, je me suis appelé le Raccoon, puis je me suis fait une page de chandail. J'en ai fait 76, puis je les ai vendus, je pense, en 2 shows. Les 76, ça a parti de même, puis le monde à cette heure, ils me disent Hey le raccoon, il y a personne qui m'appelle Hey Petit Clair, tu sais. Tout le monde m'appelle le raccoon, même si mon nom de lutteur c'est Jason Petit Clair qui est mon vrai nom, tu sais. Fait que je me dis c'est un bon branding parce que le monde m'identifie plus comme raccoon que Jason Petit Clair. Fait que rendu là, je peux pas revenir en arrière. Puis, tu sais, c'est un bon branding. Je peux faire une face méchant, je peux mettre des ratons laveurs qui ont la rage. Tu sais, on cherche une marque de commerce, fait que moi, ça a resté. Mais tu sais, je suis. Ça donne aussi un pouvoir de promo à mes adversaires qui peuvent dire Ah, les poubelles, ah, les ci, ah, les ça. Fait que tu sais, je pense juste que c'est un bon branding, puis c'est bon pour les promos, puis c'est un bon surnom. Mais c'est arrivé, mon chum de gars qui m'a appelé de même durant un trajet au Saguenay. Ça a resté. Ouais, non, mais c'est vrai parce que c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est unique, c'est pas mal unique comme surnom. Personnellement, de toute ma carrière, depuis que je fais de la lutte, j'ai jamais vraiment entendu ce surnom. C'est vrai que tu faisais référence souvent. Les lutteurs, ils se font surnommer plus on va dire des animaux un peu plus exotiques, comme tu as dit, le tigre, le lion et ce genre d'animaux. Mais après, je trouve que c'est original et si ça fit bien et si ça fit bien avec ton personnage et que tu peux justement en faire un bon branding et un bon merchandising, bah, je pense que ça va être tout bénéfice pour toi, quoi.
Mais il faut aussi que ça fit aussi avec la personne, hein. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, si tu t'arrives puis tu t'appelles, je sais pas, mettons méchant Jason Pestler puis t'as une gimmick super gentille, tu sais, ça marche pas. Puis tu sais, si tu décides de t'appeler juste la star, tu sais, de quoi de original vraiment, mettons là. Puis le monde, tu sais, te relie pas, t'appelle pas la star quand il te voit, il t'appelle par ton nom de lutteur, tu sais. Je pense pas que le nickname fit. Comme je dis, il faut que ça te suive, il faut que le monde t'appelle par ton nickname pour que ce soit un bon nickname. S'il passe dans le bar, puis il y a jamais personne qui le dit, peut-être que, tu sais, un raccoon, tu sais, si tu checkes les caractéristiques d'un raccoon, c'est ça contre-attaque, c'est trade, c'est comme un rat un peu, genre. Puis je lutte pas mal comme ça, genre. Tu sais, je vais pas dire que je suis rat, mais tu sais, genre, si tu me frappes, tu me piches dans le feu, m'a finir par me relever, peu importe quand, que ça soit dans 2 matchs, dans 6 mois, dans 4 mois, m'a revenir, m'a te sauter dessus, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme ça, la rage, on va dire, rabid, tu sais, ça fait avec comment que je lutte, fait que je pense que c'est juste un bon nickname. Ouais, non, effectivement, je trouve que ça colle bien à ton personnage enfin, moi qui t'ai côtoyé un petit peu plus souvent quand on s'est croisé plusieurs fois dans les vestiaires et tout ça, que je t'ai vu lutter, tout ça, je trouve que ça fit bien aussi avec ton personnage. Et C'est je voulais justement faire une transition par rapport à ta transformation physique. Parce que dans les derniers mois, peut-être dernière année, tu as quand même fait une grosse transformation physique et ça, tu as tout mon respect pour ça. C'est vraiment admirable. Et je voulais un petit peu qu'on passe rapidement là-dessus par rapport à ta période de transition, comment ça s'est passé pour toi physiquement et est-ce que tu as vraiment ressenti une réelle différence dans le ring, pour toi, dans ta manière de lutter, le fait de t'être transformé physiquement? euh, je peux parler de ma transition, mais c'est pas une grande. Je me suis pas dit je vais m'entraîner, mais aller chercher une shape physique parce que c'était pas nécessairement en moi. Tu sais, à la base, j'étais un peu nerd dans la vie, puis genre honnêtement, c'est des périodes sombres de ma vie, des dépressions, puis des quasiment des trous noirs dans ma vie qui m'ont emmené au gym. J'ai vécu tellement en 2023 que ça soit devenir itinérant, que ça soit tout perdre, mon ménage, mon ci, mon ça. Je me suis ramassé m'emmener à la rue avec plus rien, par de la malchance, rien que j'ai fait pour mériter ça. Puis dans le fond, des séparations, des ça. J'étais vraiment dans une mauvaise passe. Puis c'est quelqu'un proche de moi, dans le fond, qui m'a dit viens au gym, on va y aller ensemble. Puis j'ai collé, la personne n'a pas collé, elle, mais moi j'ai collé, puis on dirait que ça a été pas mon échappatoire, parce que je suis jamais comme en grosse rage quand je vais dans un ring, ben pas dans un ring, dans un gym, mais genre c'est bon pour le mental. Puis je pense que si c'est bon pour le mental, le physique va suivre avec. Fait que j'ai plus été dans gym genre pour mon mental, pour me sortir de cette dépression-là. Je dis dépression, c'est pas une dépression, mais un gros down émotionnel, on va dire. Mais ça a été plus pour ça, puis j'ai collé, puis à cette heure, faut que j'aille au gym pour mon cerveau. Puis le physique, c'est un bonus qui vient avec, dans le fond. Puis, tu sais, j'y vais quand même relativement souvent parce que je travaille dans un gymnase à cette heure, mais je suis pas un gym rat, là, tu sais. Je prends à peine des suppléments, je suis naturel, tu sais, j'y vais, je m'en vais me changer les idées, je prends mon temps, je fais des longs gyms parce que je pense à la lutte surtout. Euh, Booking, ci, ça, mes dates, etc., etc. Puis pendant ce temps-là, je m'entraîne, tu sais, je suis pas assis comme sur mon cellulaire à swiper j'aime ça maximiser mon temps dans la vie, puis depuis ce temps-là, ben, si j'ai du temps de lousse, je suis au gym. Fait que le physique, c'est un bonus, mais c'est sûr que je suis vraiment content parce que, comme tu dis, les performances, j'ai toujours été très agile pour quelqu'un qui est en surpoids, mais là, j'ai toujours eu beaucoup de cardio aussi, même en surpoids, parce que je joue au hockey-ball, mais là, c'est juste, tu sais, je suis capable de sauter dans des kicks dans les airs, des calf kicks, des ça. Euh, fait que c'est surtout
la prestance quand je fais mes entrées qui va rejoindre plus le monde. Je pense à cette heure, je dégage un aura parce que je travaille beaucoup la caméra. Puis j'ai toujours été plus un... Tu sais, je fais souvent des finales. Puis ça, je pense que c'est parce que justement, je suis plus un... Je veux pas dire un showman, mais tu sais, les gars qui vendent des billets, dans le fond. Je vends beaucoup de billets, puis j'essaie d'avoir une belle entrée. Puis t'as bien beau avoir l'attitude, l'aura, le ça, si t'as pas le physique, c'est difficile de te rendre crédible. Mais en ayant augmenter mon physique, mais quand je fais une entrée à cette heure, le monde, tu sais, surveille, puis ils sont comme, oh, oh, tu sais, ils me prennent un peu plus au sérieux, puis ça, mon aura dégage encore plus. Puis si le monde, il connecte avec toi dès ton entrée, ils vont connecter avec toi dans le match. Puis tu sais, on peut dire les performances, ça doit être plus facile pour toi, les prises, les ça. C'est loin d'être la partie importante dans la lutte. La lutte, c'est travailler sa foule, c'est être capable d'avoir un personnage, que tu checkes les bonnes caméras, que tu vendes des billets. La lutte, c'est faire croire au monde. Le babyface, il overcome, il essaie de passer par-dessus le méchant, il essaie de se pousser, résister, tandis que le méchant essaie de s'en sortir avec. La lutte, c'est un art, puis c'est ce que je vise. La shape, c'est un bonus, dans le fond, mais c'est sûr que j'ai un peu plus de cardio pareil, puis je suis capable de bouger un peu plus vite. Fait que mettons que je lutterais dehors dans un camping à plus 40 comme j'ai fait il y a 2 ans, puis je pensais mourir. Là, d'après moi, je penserais mourir, mais un peu ça prend un peu plus de temps. Ouais, ouais, surtout les périodes d'été comme ça, c'est souvent des shows à l'extérieur, des shows camping et c'est l'enfer. Je suis déjà passé par ces étapes-là aussi et quand t'as fini ton combat à la fin, t'es content d'avoir fini et t'es mort, quoi. On a fait un combat en équipe pour la NCW dans un camping, puis il faisait chaud, chaud, chaud. On était en équipe, toi puis moi, justement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Il fait 30, 40. Honnêtement, j'ai rarement fait des trucs dans ma vie aussi exigeants physiquement. Puis, tu sais, j'ai fait 6 sports de combat dans ma vie. J'ai joué au hockey-ball constamment. Puis, lutter à plus 30, plus 40 en après-midi, le gros soleil, j'ai rarement fait de quoi de dur de même. Tu fais ton entrée, t'es déjà brûlé. Ouais, 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 ouais. T'as Ouais, plus de ouais, gaz non. après l'entrée. Ouais, c'est ça, tu fais ton entrée, après t'as plus d'énergie pour le match. Ah, Mais c'est des belles petites expériences à vivre, tu vois, de temps en temps, de sortir un peu du show traditionnel. Moi, de fait un peu des shows comme ça en extérieur, ça change un petit peu. Même si maintenant, on va dire, avec le temps, avec les années, personnellement, je suis plus trop fan de ce type de show-là. Même s'il faut en avoir des shows comme ça, je suis d'accord avec ça. Mais moi, d'ailleurs, je serais vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai vraiment du mal à me mettre en mode show de lutte dans un show en extérieur parce que j'ai vraiment plus l'image du show dans une salle avec des belles lampes, un beau décor dans la soirée quand il fait noir et tout ça. Euh, mais euh, je déteste, honnêtement, c'est ta question. Je déteste faire des shows extérieurs. ah bah Euh, tu vois, c'est pas la première fois que je l'entends alors ça va. Ça va. non, mais je déteste ça parce que, tu sais, on prend des bookings des fois parce qu'on n'a rien à faire le week-end. On veut aussi, je te donne un exemple. Le dimanche, le lendemain, tu luttes à une place importante à l'intérieur. Tu vas peut-être prendre un combat le camping avant, peut-être de quoi de facile parce que tu veux te dérouiller, tu vas être en forme. Tu sais, des fois, tu en prends quand même des bookings de camping pour X raisons, même si t'as ça. Des fois, c'est des adversaires que tu n'as jamais lutté qui vont te faire dire oui. Des fois, c'est la paye. Genre, je déteste parce que, comme je disais tantôt, pour moi, la lutte, je suis un showman, puis j'essaie d'avoir un aura, puis tout. Puis quand tu luttes à l'extérieur, y a pas de show. Y a pas d'aura. Tu peux pas, y a pas de... Moi, ce qui m'alimente, là, c'est les flashlights, c'est les lumières qui, tu sais, c'est l'entrée, là. Si, le monde pense que la lutte, tu joues un personnage. Selon moi, je veux pas dire que c'est de la bullshit, ok? Mais je pense pas qu'on joue un personnage. Quand tu repenses, là, pour moi, personnellement, c'est une transe. T'es comme une transformation. Parce que moi, je suis en arrière, là, puis je suis vraiment comme Jason Pessler, comme je te parle là. Quand ma musique, elle joue, je me dis pas, je traverse le rideau puis je fais mon personnage. Non, non. Ma musique, elle joue, je déconnecte dans ma tête et je me transforme en raccoon. C'est pas, je le joue pas mon personnage, je le vis, là, pour vrai, là. Puis,
c'est comme une transformation. Là, je suis là, je pompe l'huile en arrière, puis là, je commence à avoir la veine qui sort, puis tu regardes mes photos, père de famille à gauche, puis à droite, puis tu me vois la face, tu te dis, mon Dieu, c'est pas la même personne. Je me transforme, puis je pense que je suis pas le seul qui pense de même. Puis quand tu es dehors, tu l'as pas, cette transformation-là. Tu essaies de l'être dans ta gimmick, mais t'as pas eu la petite étincelle qui fait ta transformation. Fait que tu restes l'humain en arrière du lutteur, puis tu t'en sors avec tes skills, puis tu te dis, ah, ben, c'est un camping, fait qu'on va travailler la foule, mais t'es pas dans ton personnage à 100%, tu sais, t'es pas dans ta transformation à 100%. Fait que t'as pas le même drive. Et je fais mon entrée durant un camping, puis je fais mon entrée devant 500 personnes, mettons, dans une grosse fédération avec des lumières. J'ai pas la même entrée, je donne pas la même énergie. C'est juste pas pareil. Je déteste. Je déteste. Surtout quand il mouille, c'est encore pire. Je dis ça parce que je l'ai fait l'autre jour. Mais puis, tu sais, je trouve aussi que dans ce genre de show, il y a aussi les gens qui sont dans la foule ont aussi un petit peu plus de mal à embarquer parfois. Parce que je sais pas comment le show est fait. Après, attention, des fois, il y a des bonnes foules aussi, je dis pas. Et c'est à nous aussi, en tant que tuteur, de les travailler, la foule. Mais si je devais vraiment comparer entre une salle vraiment dédiée pour un show de lutte avec un beau décor et tout ça, et un show camping à l'extérieur, des fois, tu ressens que la foule, elle a un peu plus de mal à embarquer dans le show. Parce que j'imagine peut-être que c'est un Ben, aspect différent, quoi. c'est parce que c'est pas nécessairement des fans de lutte qui sont là. Fait qu'ils savent pas trop à quoi s'attendre. Puis souvent, tu sais, ils vont être dedans, mais ça va prendre 2, 3 matchs. Mettons, il y a 6 matchs, on va dire dans un show de camping. Et ça va prendre 2 matchs avant qu'ils commencent à être dedans. Là, le troisième, on va dire, ah, il me semble que je les ai eus. Là, peut-être dans la finale ou un match qui est vraiment bon, cinquième, t'as un gars sous qui est souvent obèse dans le coin, qui commence à embarquer. Puis là, tu sais, t'as des interactions avec du monde un peu plus impliqué. Mais non, c'est sûr, les enfants, eux autres, ils aiment ça, mais en général, c'est pas vraiment des fans de lutte, fait qu'ils savent pas vraiment quoi faire, mais je pense qu'ils respectent quand même ce qu'on fait parce que le show est fini, puis ils disent, ah, c'était vraiment bon, c'était vraiment, mais ils ont pas tu sais, quand tu viens à la lutte, là, si t'es pour pas bouger, pas embarquer dedans, t'auras pas de fun. Fait que je pense que ce monde-là, comme ils n'ont pas l'expérience peut-être d'être des spectateurs de lutte, fait qu'ils sont là, ils regardent, tandis que ceux qui sont habitués, ils savent qu'il faut qu'ils embarquent d'une certaine façon pour se faire un plaisir. Le plus que t'es vocal, le plus que tu vas avoir du fun. Le plus que t'écœures les lutteurs puis tu prends pour eux autres, le plus tu vas avoir de fun. Si t'es assis puis tu regardes, tu sais, tu vas trouver le temps un peu plus long. Ouais, exactement. Ça peut être une dynamique un peu différente. Et Mhm. d'ailleurs, tu sais, on parle de lutte ici, et forcément, étant donné, vu que c'est un podcast dédié sur la lutte. Mais Le catch. le catch, pour mes amis européens qui regarderaient ce podcast. Mais je serais curieux d'avoir un petit peu ton avis sur. Ça peut être assez global la question que je m'apprête à te poser ou assez un peu compliqué à répondre, mais toi personnellement, comment tu décrirais la lutte à l'heure d'aujourd'hui ou même comparé à tes débuts dans la lutte? Est-ce que tu trouves que la lutte aujourd'hui est bonne ou est-ce que tu trouves qu'il manque quelque chose ou je te dirais même, tu vois, un avis général de comment tu décrirais la lutte aujourd'hui. Ta question est vague parce que ça dépend si tu parles de lutte indie ou lutte WWE, qui est je dirais pas deux sports différents, mais deux dynamiques différentes. Fait Bah, que si c'est tu me quoi dis on peut. lequel, je vais te dire mon opinion, là. Ouais, bah, exactement, t'as raison. On peut y aller avec les deux. On peut d'abord faire une partie sur la lutte indie et après bah, sur la lutte WWE parce Je que vais je sais commencer par qu'il y a beaucoup la lutte de. WWE parce que ça va être un peu plus facile. Euh, euh, br- on n'est jamais content comme fan parce que, tu sais, dans le temps, mettons, on avait des personnages. Dans le temps que les stéroïdes étaient légaux, t'avais des gros monsieur, des si, c'était plus grand, là, de nature, tu capotais, etc., etc. Puis tu disais, wow, un Jeff Hardy, c'est hot. Tu sais, Edouard Carpentier, c'était le seul qui faisait ça dans le temps, ce qu'il faisait, là, tu sais. Puis, genre, aujourd'hui, il n'y a plus de stéroïdes. Les gars sont un peu plus petits. Dans le temps, on se plaignait qu'on voulait plus de sauteurs. Là, aujourd'hui, on dirait, il n'y a plus de stéroïdes, il y a juste des petits, puis il n'y a plus, tu sais, des gros gars comme toi, il n'y en a plus vraiment, genre, tu sais, dans le sens non, mais des gros monsieur qui ont des grosses gimmicks, là, tu sais, il n'y a plus vraiment de gros gars, fait que ça me manque un peu. Tu sais, quand il y en avait dans le temps, on dirait qu'on les appréciait pas assez. Puis là, à cette heure, c'est de ça qu'on s'ennuie aujourd'hui. Parce que moi,
honnêtement, là, le monde se plaint que Goldberg il revienne ou si Batista reviendrait. Moi, si Batista revient demain, je capote ma vie. Là. Je veux dire, le Ouais, gars, pareil. il est un personnage. Tu sais, il est crédible, il est ci, il est ça. Goldberg vient de faire son retour. Ah, Goldberg a fait un combat de 3 minutes, 4 minutes. Je m'en fous. Son entrée est meilleure que le match du lutteur sur le show. Juste son Ouais. entrée, elle me donne des frissons, puis il n'y a rien sur le show qui me donne des frissons. Fait que je pense juste que tu sais, dans le temps, c'était des gros monsieur, il y avait beaucoup de personnages, etc., etc. Puis le monde se concentrait plus sur leur look, sur leur personnage. C'est sûr, dans le temps, les stéroïdes, ils étaient légaux, tu sais. Aujourd'hui, ils sont plus, là, à cause de ça, les gars sont plus minces, sont plus petits. Là, il y a juste des sauteurs, puis je trouve qu'il manque des gros gars. Tu sais, puis des gros gars puissants. Tu sais, pas dire des grands géants qui ont de la misère à faire quelque chose, là, mais tu sais, fait que, tu sais, je trouve que ils sont prêts à aller chercher le juste milieu, là. Ouais, j'ai l'impression que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les années avancent, c'est que les critères ont pas mal changé. J'ai l'impression. Enfin, tu sais, tu peux encore trouver quand même pas mal de styles, de gabarits différents. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de. J'aime l'expression que tu as utilisée de sauteux. beaucoup, de, beaucoup de sauteux et de plus petits gabarits comparé à avant. Ouais, mais je trouve que ce serait bien de rétablir un petit peu l'équilibre entre les deux et de toujours avoir des Mais gros ça gars va être aussi. dur parce que dans le temps, comme je disais, les stéroïdes étaient légal. Puis quand on sait qui a tué sa famille, ben là, après ça, c'était plus légal. Fait que là, il y a des tests. Fait que là, si t'es testé, si t'es positif, tu passes pas, t'es out. Fait que tu sais, t'auras jamais les anciens gars dans le temps, tu sais, qui étaient gros, jackés, tu sais, Fait que je trouve qu'il manque je veux pas dire de crédibilité, parce que les plus petits sont quand même crédibles, mais le juste milieu. Avant, il y avait beaucoup trop de gros gars, pas assez de sauteurs. Là, on dit on est dans une génération de sauteurs, pas assez de gros gars. Puis pour enchaîner là-dessus, on va aller dans Indie au Québec, mettons. Je trouve que ça ressemble un peu à ce que je viens de dire pour la WWE. Je pense juste que la différence, c'est que je pense pas que les gars sont sur des stocks dopants puis tout, c'est pas ça que je veux dire. Il y a quand même des gros monsieur, il y a des petits monsieur. Il y a quand même un bon ratio au Québec, mais on dirait que le monde au Québec, de mon expérience, se concentre un peu trop sur les prises de lutte. Puis Ouais. honnêtement, je sais pas si c'est parce que moi, quand j'ai commencé, ça fait vraiment longtemps, t'étais un punching bag d'impratique pendant des années avant d'avoir le droit d'être dans un rumble ou faire un arbitre, etc., etc. À cette heure, tu t'entraînes Même chose. 3 semaines, puis t'es sur un show, tu deviens chum avec du monde, tu parais bien, tu gagnes une ceinture dans une promotion pas pire parce qu'une personne t'aime bien, et là, tu commences à avoir un ego, t'es green, t'as de l'ego avec du monde qui ont 20 ans de plus d'expérience que toi. C'est un peu bizarre. Mais ça, j'embarquerai pas là-dessus parce que je pourrais en parler pendant très longtemps. Mais non, le monde, je trouve, au Québec, se concentre beaucoup sur les prises de lutte. Puis c'est good for them. Mais moi, personnellement, souvent après les shows, les fans viennent me voir moi, prendre des photos avec moi, puis ils me disent merci, tu m'as fait rire, j'aime comment que tu interagis avec la foule, etc., etc. Parce que moi, personnellement, si tu vas chercher quelqu'un que t'as... OK, j'ai une autre manière de le dire. Est-ce que tu veux que la personne t'applaudisse toi ou applaudit ta prise de lutte? Moi, j'ai tout le temps eu la mentalité que je veux que la personne applaudisse moi, applaudit l'ensemble de la chose. Et je veux pas que la personne applaudisse ce que je fais dans le ring, comme la prise en tant que telle. Je veux pas que ce soit la prise qui part, juste sur l'ensemble de moi. Fait que, tu sais, euh, tu sais, tu viens me voir lutter, je veux que tu en ailles pour ton argent dans comment je vais essayer de te faire sentir que tu fais partie du show. Que tu me dises un mot pendant que je lutte, je vais t'écouter, je vais te répondre. Si je t'entends, je vais te répondre. Si j'ai la chance de me battre dans la foule, m'asseoir sur quelqu'un, dire des niaiseries sur le coin, quand que je vais en bas du ring, je vais le faire. Parce que je veux que le monde soit inclus. Je veux dégager un aura. Je veux que le monde, quand je fais mon entrée, lâche leur cellulaire.
Je veux pas être un lutteur générique qui fait son entrée, puis que le monde sont là pendant qu'il fait leur entrée. Là, le match commence, il check. Ah, il a fait une belle prise, il a fait une belle prise. Non, je veux que le monde lâche le sel. Oui, c'est bon, il y a de l'air quelque chose, là. Puis, tu sais, j'ai fait rire, tu sais, je fais un petit snapmare. Le gars est assis, je pogne les mains, je fais applaudir dans ses mains, tu sais. J'essaie de divertir le monde. Je veux que le monde en ait pour leur argent. Puis, je trouve que il y a beaucoup de luttes au Québec aujourd'hui qui se soucient plus de leur prise que des fans. Puis je trouve ça de valeur, mais bref, je veux pas viser personne avec ça. Mais tu luttes pour Ouais. les fans, hein? Tu luttes pour les fans, c'est eux autres qui payent. Puis si t'es divertis pas, ils reviendront pas. Je vais donner un autre exemple. Je préfère que la personne, là, t'as bien beau faire un Canadian Destroyer dans le ring 8 fois, flipper 12 suicide dive, 8 ciseaux de tête, pis tout. Si je vends, je mange un coup de poing, je vends dans la clôture, boum, 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 puis je tombe proche d'un petit gars, puis whatever, je donne, pendant que je shell, je donne une tape sur la main, ou je dis quelque chose, ou je tombe assis dessus, ou ben je dis à mon adversaire, fait que le petit jeune, il me donne une tape. Ça, il va en parler à sa famille, il va en parler à ses amis, il va en parler à tout le monde. C'est ce que je recherche dans la lutte, puis je pense que, je veux pas dire que c'est un art perdu, mais c'est un art qui devrait être retrouvé un peu plus. Non, mais je te rejoins totalement, et c'est d'ailleurs un discours que j'avais déjà parlé, je pense dans un précédent, un ancien podcast que j'avais déjà fait. Quand on regarde, souvent les lutteurs qui arrivent à se faire démarquer, que ce soit indie ou WWE, c'est pas ceux qui sont les meilleurs techniquement dans le ring, c'est pas ceux qui font les prises les plus impressionnantes, c'est ceux qui vont réussir vraiment à établir une connexion avec les fans et qui vont savoir être bons aussi dans le divertissement. Je vais te couper 30 secondes. Dis-moi. J'ai dit la même chose à quelqu'un. AV Rocks, OK? AV Rocks, elle commence à exploser dans la lutte au Québec. Puis c'est pas à cause de son talent, c'est pas à cause de son charisme, c'est pas à cause c'est rien de ça, c'est parce que Roxane connecte avec le public. Roxane, le show fini, elle va voir les fans des fois dans la porte, elle leur dit bye. Tu comprends, tu sais? Elle connecte avec le monde, puis c'est ça. C'est ce qui est le plus dur à faire. Fait que, vu que c'est le plus dur à faire, ben le monde prend le moyen un peu plus, je veux pas dire facile, mais si tu connectes avec la foule, t'es la personne qui a le plus de valeur sur un show, selon moi. Ah ouais, 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 non, tout à fait. Et si on doit prendre, si on doit prendre un exemple qui parle à tout le monde, par exemple, je vais prendre deux lutteurs de la WWE, tu vas avoir des lutteurs qui vont être très, très bons techniquement. Je sais pas, ben, gars, il n'est plus à la WWE actuellement, mais je pense à Cesaro. Cesaro, super lutteur, super en shape, super bon techniquement, tout ce que tu veux. Mais il n'y avait pas autant de facilité de connecter avec les fans que par exemple John Cena, Roman Reigns, qui eux sont beaucoup moins bons techniquement dans le ring que lui, mais ils ont une aura, ils ont un personnage, ils arrivent vraiment à connecter avec les gens. Et après, bon, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une histoire de booking derrière, parce que des fois, c'est le booking qui joue aussi. Des fois, on n'a pas toujours un bon booking La derrière soi. WWE, c'est différent un peu parce que la WWE Ouais, vont décider c'est qui les stars. Quand Vince McMahon était là, s'il décidait, toi, je t'aime pas, tu c'est connecteras ça. pas. Il Il pouvait faut prendre prendre un ça, lutteur. il faut prendre ça en considération aussi. Fait que, Mais d'après moi, il ouais. ne pouvait pas sur Cesaro parce que je pense que Je Cesaro, l'adore Cesaro en plus, tu vois. Je l'aime beaucoup, tu vois. Claudio Castagnoli, Cesaro, peu importe son nom, Ouais, je pense qu'il y avait les outils pour connecter avec le monde. Et à chaque fois qu'il commençait à connecter avec le monde, à chaque fois qu'il allait chercher la foule, on découpait le gazon en dessous des pieds parce qu'on dirait qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait pas. Ça, c'est mon opinion plus de la WWE. Eux autres peuvent décider, tandis que ça la scène indie, c'est pas mal ça marche. Puis, tu sais, je parle de ça, tu sais, puis j'ai de l'air d'un gars sour en disant ça, mais, tu sais, je nommerai pas personne, mais il y a un lutteur promoteur, pas un lutteur, un promoteur booker au Québec, l'autre jour, qui avait un lutteur connu, genre, je pourrais pas te dire c'est qui, mais peut-être un gars de la TNA Impact ou genre dans ce style-là, ou un gros nom indie, avait écrit une phrase genre justement un peu qui ressemblait à ce que j'ai dit. L'important, c'est de connecter, travailler la foule, c'est eux autres, peu importe.
Puis il y a du monde, un promoteur que j'ai vu en question, un promoteur booker, qui avait partagé l'affaire puis qui avait dit genre c'est tellement ça, le monde devrait écouter. Mais cette dite personne-là book son champion, un gars générique. Fait que tu sais, le monde, tu sais, on dirait qu'ils savent, mais ou ils font semblant. Je pourrais pas te dire, tu sais. Tu sais, le mec qui disait le gars il a raison, vous devriez tout faire de même, mais la personne qui partage, j'ai dit ça, book même pas comme ça, lui-même. Mais pourquoi qu'il partage puis il dit ah le gars il a raison, tu sais, le monde font comme s'ils comprenaient c'est quoi la lutte, mais l'appliquent pas, tu sais, ou bien ils préfèrent booker des chums ou des ça, mais tu sais, quelqu'un qui dit travailler votre foule, c'est l'aspect le plus important. La personne dit ah, il a raison, cette personne-là, mais cette personne-là book un gars générique qui fait juste faire des prises comme son champion. Fait que je suis comme partage pas puis dis pas this guy is right si tu l'appliques même pas toi-même. Mais le monde partage ça sans l'appliquer. Ou même des lutteurs vont partager cette affaire-là, des lutteurs génériques qui travaillent même pas leur foule. C'est comme t'sais, des fois, le monde devrait se regarder puis travailler parce que honnêtement, c'est Ouais, pas. c'est déjà des choses aussi que j'ai pu observer et qui font partie un peu parfois des côtés un peu mystérieux et des choses qui sont pas compréhensibles parfois dans la lutte. Bah après, je pense qu'il doit il doit en Mais avoir aussi dans tous les domaines, quoi. on peut pas répondre ces réseaux sociaux parce que on peut pas dire ce qu'on veut ces réseaux sociaux. Hein. La meilleure affaire ces réseaux sociaux, c'est dis Il faut faire parce que attention, surtout aujourd'hui en 2025, il faut faire attention. tout va être utilisé contre toi dans 10 ans plus tard, peu importe, et ça revient tout le temps. Par contre, dans une entrevue, dans un podcast, ça me dérange pas d'en parler. Ouais, bah après, tu sais, on mesure nos propos quand même, tu vois, on parle, mais on reste quand même respectueux et on nomme pas de nom. Et moi, j'ai personnellement aucun nom en tête quand on parle de choses, hein. Donc, tu sais, on reste quand même assez Oui, libre, mais on est moi quand j'en ai même, des noms. on est quand même modéré dans nos propos, quoi. Y a pas de problème avec ça, quoi. Yes. Et je voulais juste refaire un petit focus sur toi par rapport à ton parcours, à ta carrière. Je me demandais si tu avais une anecdote ou quelque chose d'intéressant qui t'a marqué au cours du temps, par rapport aux différentes expériences que tu as eues, aux différents combats que tu as eus. Si, je serais curieux de savoir si tu aurais une anecdote en particulier que tu aimerais nous partager. Euh, je vais y penser, me revenir plus tard, OK? Mais je vais te parler de ma carrière vite, vite, le temps que je pense à ça. Ok, Euh, ouais, ouais. j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé à embarquer dans les rings en 2001-2002. Dans des Ok, rings, ouais, ouais. ouais, on louait une place dans le temps. Puis un ring de boxe, une gang de chums, on louait ça. Moi, dans le fond, on m'a juste invité. Moi, j'ai fait 6 sports de combat. Puis, bref, pour des problèmes de la vie, je voulais comme ramener un sport de combat pour me sauver un peu une certaine personne de ma famille, une couple de personnes de ma famille. Puis, je suis rentré là-dedans. Puis, honnêtement, je faisais déjà des trucs comme du monde. Puis, ça faisait pas longtemps que je suivais la lutte religieusement, on va dire. Parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas le poste. J'aimais ça, mais on n'avait pas le poste. Fait que je voyais juste ça une fois de temps en temps. Quand je le voyais à la TV, je voulais absolument l'écouter. Fait que j'ai pas vraiment suivi ça. J'étais pas comme un die-hard fan de lutte, là. Puis bref, j'ai commencé dans les rings pis tout, puis il y avait une fédération à Sorel dans le temps, la XWF, qui est venue au local, ce local-là, parce qu'il avait entendu qu'il y avait des jeunes qui prenaient le ring de boxe parce qu'il y a la lutte. Puis il y a 3, 4 gars qui sont rentrés, puis il y en avait 2 là-dedans qui me connaissaient. Puis on dit, comment Jason, arrête donc de pratiquer avec eux autres, viens donc avec nous autres. Fait que je suis rentré dans XWF, qui était à Sorel en 2004. Fait que j'ai commencé vraiment quand même relativement tôt avec du monde comme justement, il y avait Jesse Champagne, ces gars-là. Il y avait le bon setter. On est des vieux de la vieille. Il y a eu Phil Gertin, Marie-Lee Rose. Je peux en nommer, là, il y en a beaucoup. Il y avait le Kickmaster, il y avait. Bref, ça fait longtemps. Puis, mais dans ce temps-là, comme je dis, tu faisais le punching bag, tu fais des rôles secondaires pendant des années. Fait que j'ai fait des Rumble en 2004-2005, mais je pense que mon premier combat officiel, je pense que c'est en 2006, peut-être janvier 2007, dans ces coins-là. Puis,
on faisait juste 6 shows par année, je pense, 4, 5, 6 shows par année. Puis à la fin de la première année complète que j'ai faite, à notre WrestleMania, j'étais déjà pré-main event dans un match hardcore, qui était dans les matchs de l'année cette année-là. Puis ça a pris pas longtemps après. J'ai toujours été un vendeur de billets assez intense. Euh, genre, je pense 2009-2010, j'étais déjà au top. Ça avait changé pour la FLBR, j'étais déjà au top de la compagnie. Puis on était une gang de gars qui avaient déjà, tu sais, moi j'avais contacté dans le temps où je m'avais fait contacter, en tout cas, la R2W, j'avais été en contact avec, mais à chaque fois que je voulais sortir de Sorel, on me gardait dans Sorel parce qu'on voulait pas que j'aille ailleurs. Fait que j'étais comme exclusif dans le fond. Là, on me faisait des offres que je pouvais pas refuser dans le fond. Puis, tu sais, en 2010, je luttais déjà devant 600-700 personnes en faisant des finales. Là, tu sais. Fait que je suis quand même habitué des gros spotlights. On luttait pour le Téléthon par Enfant du Soleil. J'avais donné un chèque à la télévision. Tu sais. Pour moi, ça a toujours été facile. Mais dans le temps, on était plus des gars, je veux pas dire d'art dramatique, mais on travaillait beaucoup notre foule parce que c'était de même à Sorel dans le temps. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime plus l'aspect cinématique, on va dire, là. Mais j'étais quand même un des gars les plus lutteurs. J'étais un des gars là-bas qui a eu les bottes de lutte quasiment en premier, là, même si je suis arrivé, il y avait du monde qui était là bien avant moi. Puis bref, ça a resté là. J'ai toujours été fidèle à Sorel. Dans le fond, je suis jamais sorti parce qu'on m'offrait tout le temps plus et plus et plus et plus. Puis c'est en 2016 que j'ai commencé à sortir de Sorel seulement. Puis c'était à cause qu'il y avait Raven à Sorel puis PCO. Puis j'osais avec eux autres backstage, puis ils me disaient ah, t'as trop de talent pour rester là, promène-toi, blablabla. Puis là, j'étais comme ah, je sais pas. Je suis bien dans mes affaires. Finalement, je les ai écoutés parce que il y avait Oz dans ce temps-là, puis là, Oz, il avait compris ça, puis il a dit ah, m'a te faire booker ailleurs, blablabla. Puis là, il m'a payé un petit booking là, puis à un moment donné, j'ai commencé à voler mes propres ailes. Puis vu que ça faisait longtemps que je luttais, puis j'avais un certain talent, ben quand j'ai commencé à sortir de Sorel, le monde me connaissait pas. Et le monde, vu qu'il me connaissait pas, je pense que c'était mieux parce qu'ils ont comme fait oh shit, c'est qui ce gars-là? Fait que tout de suite, quand je suis sorti de Sorel, j'ai commencé à être booké dans des grosses promotions tout de suite parce que j'ai pogné comme, je veux pas dire j'ai pogné les Indies du Québec par la gorge, puis j'ai twisté un peu, mais j'ai comme rentré, puis j'ai comme, tu sais, bypass, je vais pas dire bypass le monde, mais j'ai comme, suite, je faisais déjà des finales un an après, genre, d'être sorti, puis j'ai gagné plein de championnats poids lourds partout. Puis ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, je suis un des gars probablement qui lutte le plus. Faut pas se fier à cage match, là. Il y a plein de matchs qui sont pas là-dessus, là. Il y a comme un année, j'avais vu, genre, que le premier avait, genre, un certain nombre de matchs, puis genre, j'étais même pas dans le top 10, mais techniquement, j'aurais été deuxième probablement, tu sais. Mais eux autres aussi marquent bien qui ont sûrement des matchs qui étaient pas notés, mais tu sais, j'étais même pas, genre, le premier avait 83 matchs, je pense que le dixième en avait 38, j'en avais genre 81, là. Puis j'étais même pas là. Tu sais, je me fous pas à cage match, là. Mais, genre, non, je lutte beaucoup, là, des 2-3 fois par fin de semaine. Surtout depuis que je suis en shape, je lutte encore plus. Mais je vais revenir sur ma carrière. Quand le COVID est arrivé, j'ai pogné vraiment un gros down parce que j'ai comme fait ça vraiment vite. Quand le COVID est arrivé, j'ai commencé à, ça a Ouais, ça a commencé à été. mal aller. Non, mais personnellement, ça a mal été dans ma vie. J'ai pris du poids, tout le kit. Ça a commencé à blip. Puis, genre, j'étais rendu, je luttais en équipe avec Dave La Justice. Puis Dave, quand il est arrivé à Sorel, puis tout, il faisait mon garde du corps. Puis j'ai tellement droppé à la fin, j'étais comme rendu effacé en arrière de lui, là, genre. Puis ça, même quand il est parti de l'exil d'un certain temps, j'étais comme, même dans ma ville, je me sentais plus, j'étais comme, puis là, je prenais des petits bookings, je prenais plein de petits bookings partout, même s'ils étaient pas importants, puis je voulais me changer les idées dans ma tête, il fallait que je roule, puis tout. Puis c'était pas un bon moment, puis mais avec ma prise de shape, puis tout, j'ai comme remis ça comme avant, tu sais. Puis là, ça a comme revenu à... Ouais, Là, est-ce que tu as eu vraiment un moment de déclic ou un moment où tu t'es dit, ok, là, ça va pas, tu sais, il faut que je me reprenne en main. Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment comme ça qui t'est passé par la tête? non, c'est vraiment quand j'ai eu mon down, puis je me suis ramassé au gym, puis j'ai vu ma shape changer, puis j'ai vu mes... J'ai donné crédit aussi à Jérémy Prophet. Jérémy, c'est un de mes meilleurs amis dans la lutte. Euh,
on est arrivé à un show, on luttait contre, puis là, j'étais rendu plus en shape qu'avant. Puis j'ai dit, tu sais, dans le temps, j'étais capable de faire ça, ça, ça. Puis, tu sais, là, je suis plus capable. Puis tout. Puis Jérémy était comme, ah, c'est sûr que si tu l'essayes pas, si tu te fais pas confiance puis tu le réessayes pas, tu seras pas capable de le refaire, tu sais. Fait que, genre, on luttait pour la BCW, on faisait la finale. Puis, genre, il arrive, il me fait un ciseau de tape, pow, je le prends, boom, drop kick. Puis, genre, j'avais dit, tu sais, avant, je donnais un jumping calf kick, je suis capable de faire des sauts de tête, moi aussi, je suis capable, j'en fais pas vraiment parce que dans ma tête, j'essaie de respecter mon personnage, mais je suis capable de faire des ranas puis des sauts de tête. Puis j'avais dit, tu sais, je suis capable pis tout. Ben, il dit, tu vas m'en faire un pis tout. Fait que dans le combat, on fait ça, le dropkick, il bombe, on fait la technique, on twill, whoop, à terre international, whoop, c'est moi qui ai fait un head scissor, boom, je fais un calf kick en sautant. Pas tard. Fait que là, à partir de ce match-là, puis les autres affaires qui sont arrivées dans le match, des moves, de la 3, des ça, je me suis dit, ouais, peut-être que je suis capable d'augmenter mon intensité, de reprendre certains talents que j'avais quand j'étais plus jeune. Parce que quand j'étais plus jeune, hey, le gars montait ça à 3, je faisais comme Kurt Angle, un pied ça à 2, un pied ça à 3, belly suplex. Puis ça, en 2020, durant le COVID, j'avais de la misère à mettre mon pied sur la première. Fait que, genre, c'est ça. Fait que, tu sais, en luttant avec Jérémy, ce match-là, il m'a comme, tu sais, il m'a fait comme réaliser que je peux faire plus que je me faisais faire. Ça fait du sens. Puis après ça, tu sais, dans la dernière année, dans les 2-3 dernières années, j'ai eu beaucoup de bookings avec des grosses pointures sur le show. Fait que ça fait en sorte que tu veux te surpasser, hein. Je pense à, tu sais, Place TD l'autre jour pour la PCW avec Bret the Hitman Hart backstage, TJ Wilson, Ron Hutchinson. On s'entend que ça tente de faire un bon match, hein. Puis le monde qui disait que, la plupart disaient que moi puis Frank Milano, on avait le match of the night. TJ Wilson, puis tout, j'étais comme, tu sais, je suis capable de faire ça. Mais des fois, il faut que tu te fasses donner les outils aussi. Hein. T'as bien beau un certain talent, si on donne pas les outils, si on donne pas le temps, si on donne pas la plateforme, c'est dur. Là, le promoteur là-bas, il nous a donné les outils. Je lui ai dit, je vais faire ça, 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 storytelling, bum ci, bum ci, bum ça. Laissez-moi gérer le storytelling. Ils m'ont dit parfait. Ils m'ont laissé la plateforme, j'ai fait ce que je voulais faire, puis je pense réellement, les fans aussi, qu'on a volé le show cette journée-là. Fait que c'est aussi une question d'avoir les outils, puis à cette heure, je suis comme un peu moins gêné de demander de mes données, dans le fond. Parce que, tu sais, t'as bien beau... souvent, le problème des promotions, c'est... Ouf, ils ont leur préféré, ils donnent le micro à leur préféré, même s'ils sont pas bons au micro, mais ils donnent pas des fois la chance à des... tu sais, on va dire, des jeunes devraient avoir la chance, mais des fois, il y a des vétérans que ça fait des années qu'ils ont même pas fait un micro, parce que même des vétérans se font même pas des fois offrir ça parce qu'ils sont pas dans la gang, si ça fait du sens. Fait que c'est ça. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui se tient avec du monde de la lutte, puis je suis pas vraiment dans une clique ou une gang. Fait que c'est rare, je me fais donner des outils, mais bref, cette journée-là, c'était spécial. Mais tu sais, Jérémy m'a beaucoup aidé ce match-là. Je sais pas s'il le sait, mais il m'a comme aidé à prendre confiance en moi en me disant non, t'es capable de les faire, on va les faire. Puis là, t'arrives, puis t'es en train de builder ton match, puis là, le temps coule, fait que tu peux pas dire ah non, finalement, laisse faire, je pense pas être capable. Il faut que tu te donnes, puis il faut t'essayer, tu sais. Fait que c'est... Ouais, non, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif, de parfois un petit peu élever notre niveau. Et quand on a la chance de justement lutter avec des personnes qui veulent lutter à haut niveau et qui veulent sortir de leur zone de confort, ben, ça nous force, nous personnellement, à sortir de cette zone de confort. Et c'est là justement qu'on peut s'auto-surprendre de nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Parce que ben voilà, ça, des fois le fait de se dépasser, ben, on découvre qu'on est capable de faire plus. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'être un peu, quelquefois, en mode pilote automatique. Mais c'est pas toujours bon. Des fois, je me dis, ok, il faut que je sorte un peu de ce mode pilote automatique et il faut que j'essaye de me dépasser et de faire un meilleur combat. Enfin, de toujours essayer de faire le meilleur des combats. Mais quand tu as la chance justement de pouvoir partager le ring avec quelqu'un qui est dans cette mentalité là aussi de vouloir
donner vraiment la meilleure performance, ben, c'est souvent ça qui donne un excellent match aussi. Puis le pire, c'est que quand je lutte contre des plus jeunes, puis que je leur dis ah on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, puis ils sont comme genre ah je suis pas sûr, tu sais. En général, moi je dis au monde non non t'es capable, tu vas le faire. Puis là ils sont comme ok, tu sais les plus jeunes ne s'obstineront pas avec moi, tu sais. Fait que ils sont comme, ok m'a le faire, ok m'a le faire, mais moi j'ai jamais eu personne qui m'a dit ça. Fait que ça a pris longtemps avec quelqu'un me dise non non tu vas le faire, puis ça a été Jérémy, c'est pour ça que je donne le crédit. Puis ça devrait arriver peut-être un peu plus souvent dans un aspect qui reste sécuritaire. Là. Je parle pas d'essayer de faire un pile driver de la 3 tombstone jusqu'en bas du ring. Là. Ouais, voilà, tant que ça reste sécuritaire Sécuritaire. et raisonnable, je pense que, ouais, Fait que, des fois, c'est ça. J'aime ça donner des petits coups de pied au cul aux plus jeunes en disant non, non, t'es capable, mais moi, je m'en fais pas donner. Puis ça a été long avant que je me le fasse donner, puis ça a été Jérémy. Fait que c'est pas mal mon point que je voulais faire. Fait que toute la mise en forme, tout ça, ça a été bénéfique parce que là, les bookings, il pleut, il faut que j'en refuse. Les payoffs, ils ont monté. Euh, non, je suis dans une bonne place. Je suis un peu magané, là, comme je disais au début, là. J'ai un tympan de percé en ce moment. Je t'entends en écho. Je me fais traiter mon cou, mais je suis capable de lutter, tu sais. Mais c'est ça, l'été va faire du bien. Mais si je garde pas des bookings les fins de semaine que j'ai rien, il y en a pas beaucoup des gens partant, je vais en pogner des bookings. Mais si j'en pogne pas, je dirais pas me reposer, parce que pour moi, comme j'aime ça maximiser mon temps. Je vais aller voir des thérapeutes, je vais aller voir des chiros, je vais essayer de pas perdre mon temps et me faire traiter, là, on va dire. ouais, essaye de remettre le corps en place un petit peu quand même, parce que tu sais, nous, en tant que lutteurs, notre corps, il prend quand même pas mal d'intensité, pas mal de chocs et pas mal de coups dans un combat. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille me faire un petit check-up dans pas longtemps aussi, personnellement, là, pour me remettre tout ça en place, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été. Je vais te conter une anecdote drôle, justement, de 2 semaines, 3 semaines. J'ai été chez un chiro, puis tu sais, il y a des questions. Le premier, quand tu fais l'évaluation, il te donne une feuille, puis ils disent quelle partie vous avez mal, puis tout. Puis il y a une des questions, à chaque fois, la première fois que tu vas là-bas, est-ce que c'est suite à une chute? Est-ce que vous avez subi une chute? Puis là, moi, je suis comme, tu sais, je suis catcheur, je suis lutteur. C'est sûr que je prends des chutes, c'est ça que je fais dans la vie. J'en prends des dizaines, des quinzaines à chaque fin de semaine, tu sais. Fait que c'est comme ironique, parce que c'est pas une chute, j'ai pas glissé puis tombé, mais ça reste une chute. Fait que, tu sais, est-ce que vous avez subi une chute? J'ai trouvé ça drôle. C'est ce que je fais à chaque fin de semaine, tu sais. C'est un peu notre, je dirais pas notre job, là, parce qu'on n'est pas payé pour faire ça nécessairement. On est payé, mais c'est pas notre job. On a un emploi de semaine, là, mais c'est la job d'un lutteur, prendre des chutes, là. Ouais, c'est ça, littéralement. Ouais. Donc ça peut être parfois un petit peu compliqué la vie de lutteur, mais bon, on fait ça parce qu'on aime et parce qu'on est passionné. Donc c'est ça qui compte au final. Parce que des fois, on a juste ça dans la vie, ou des fois, c'est notre décompressant, ou des fois, c'est bon pour notre mental. Sinon, on peut s'attacher à des personnes dans le monde de la lutte, puis on a hâte de les recroiser parce qu'ils sont dans d'autres villes. Il y a plein de raisons de continuer, hein. C'est pas, comme je dis, j'aime bien la lutte, c'est probablement la plus grosse affaire de ma vie, mais je te dirais pas, mon rêve, c'est pas d'être signé à WWE, là, tu sais, j'aime ça, mais tu sais, puis je suis probablement un des plus accrochés sur la lutte, mais je reste réaliste dans la vie. Ça reste, quand tu vas professionnel, mettons, à WWE, ça reste un gagne-pain. Nous Ouais. autres, on veut quand même faire de l'argent, on veut pas en perdre, mais c'est pas un emploi, là, tu sais, on gagne pas notre vie à faire ça. Ouais, c'est vrai que la WWE ou bien toutes les grosses promotions comme ça, c'est un gros objectif pour beaucoup de lutteurs. Mais ça n'enlève pas le fait que malgré que on ne lutte pas pour ces fédérations, on n'a pas moins de mérite que ces athlètes-là parce que nous aussi, on sacrifie autant que ces lutteurs-là. Donc, ils luttent plus souvent que nous, mais je veux dire, on fait la même chose et même aussi en dehors de ça, on peut se blesser aussi et ça reste quand même très dangereux. Et malgré tout, tu sais, on peut quand même avoir une très belle carrière aussi dans le circuit indépendant, même si on n'est pas dans les grosses fédérations majeures. Ça reste une passion, mais tu sais, on va lutter 2 fois constamment par fin de semaine, puis des fois on est à bout, on fait la route, on est à bout.
Imagine eux autres que c'est 5, 6, 7 jours par fin de semaine. Eux autres, ils voient ça, tu sais, oui, ils aiment la lutte, mais ils voient ça vraiment comme un gagne-pain parce que je te le dis, là, après 6 mois, là, à faire ça 5, 6, 7 jours semaine, là, ils ont la rage dans le cul de faire ça tout le temps, là. Je veux dire, Ouais, ça doit ils être serrent intense, des ouais. dents, là, ils doivent être je tanné, tu sais, puis, mais ils pensent à la paye, fait que ça reste un gagne-pain. Il faut que tu rentres dans cette mentalité-là, d'après moi, quand tu arrives dans des grandes ligues majeures. Fait que nous autres, on a plus, on a le choix de notre horaire, on va dire, là. Ouais. Mais ouais, ils sont bien payés, par exemple. Ouais, c'est ça, on va dire, la grosse différence, je pense. Mais juste avant qu'on conclue, je voulais, parce que tu sais, on a parlé de la lutte, on a parlé de toi, de ton parcours dans la lutte, mais on peut aussi mentionner, je pense, que le fait que tu es promoteur et que tu diriges une promotion ici au Québec nommée la XZW. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se passait en ce moment et si tu avais des futurs événements à promouvoir, hein, des futurs spectacles par exemple. Pour la XZW, écoute, je vais te dire un peu le parcours de la XZW. Ça a été acheté par un homme en 2016, la FLPR dans le temps, qu'il n'y avait pas de outsider qui venait, puis on sortait pas, nous autres, on était comme exclusifs. Quand lui a acheté ça, il a rendu ça comme une fédération normale, promotion normale, professionnelle. Puis dans le fond, là, c'est là qu'on a eu des Jack Matthews, des Sexy Eddie qui ont commencé à venir. Euh, t'as vu le retour de Jesse Champagne, t'as eu PCO pendant 8, 9 mois, 9 shows dans le fond. Bref, on a vraiment comme steppé. Puis j'avais été handpick pour être le bras droit du gars en tant que tel parce que je vendais tous les billets. Fait que le gars il disait, il m'a fait de l'argent avec lui. Fait que j'étais son bras droit. Puis il m'avait dit on devrait pogner un booker pour s'occuper de ça, blablabla. Moi j'avais été voir Osmec Gott. Et on a fait de quoi de quand même très, très bon, puis on a pogné l'attention de tout le monde. Moi, j'étais juste un lutteur, par exemple, j'avais aucun pouvoir de booking. Mais j'ai quand même, sans avoir de pouvoir de booking, été le premier champion de la XZW. Puis je l'ai eu plus tard quand PCO il est parti. Il y a eu Bone Setter, j'ai battu Bone Setter. Puis le promoteur, il s'est dit, Sorel, c'est une ville spéciale, m'en va, garde ça. Fait que ça m'a comme tombé dans les mains. Puis, mais le ring était légalement à lui encore. Fait que je suis tombé à diriger ça fin 2019, août 2019, je pense, juillet peut-être. Et le premier show que j'ai dirigé ça, j'étais champion. Je me suis fait perdre le titre tout de suite parce que je trouvais que ça regardait mal un peu. Fait que je voulais comme changer l'atmosphère un peu. Puis je me suis comme vraiment mis en billet pratiquement jusqu'au dernier show qui vient d'arriver. Depuis ce temps-là, j'ai pas eu de chance au titre, rien. Je dois avoir un ratio de une victoire, 3 défaites, tu sais, mettons, à chaque quatre shows, tu sais. Puis, à partir de là, c'est ça, ça a été là. Jusque-là. Est-ce que je trouve ça dur, promoteur, booker, lutteur, faisable, parce que je suis capable d'en prendre gros ses épaules, j'ai fait ça toute ma vie, mais c'est, c'est, c'est le monde sont dérangeants, c'est juste ça. Tu essaies de builder ton match, tu as une feuille de booking, tout le monde veut tout changer tout, etc., etc., etc. Fait que là, tu modifies ton roster, ton vestiaire. Tu sais, fait que là, t'es comme, ah, lui, il gosse, lui, ci, lui, ça, il faut tout le temps changer tout. C'est juste ça. Tu essaies de builder ton match, t'as même pas commencé à le builder, ton match dans 10 minutes. Hey, t'as-tu checké mon combat? Blablabla. Hey, commande, là, j'ai pas le temps, là. Fait que Faudra déléguer un bras droit ou un c'est fait, manager. Ou... c'est fait, c'est fait. C'est fait, justement. Ah Puis, ouais. genre, c'est ça. Quand j'étais jusqu'au dernier show, parce que le dernier show à Sorel, j'ai repris le titre poids lourd, ça faisait... Puis, honnêtement, c'est Jérémy qui a décidé. J'ai dit à Jérémy, contre qui tu penses que tu devrais lutter pour le titre, éventuellement euh, le perdre, etc., etc., blablabla. Puis Jérémy, il m'a dit, s'il y a un gars dans le vestiaire qui le mérite, il dit, c'est toi. Il dit, ça fait 6 voire 2019 à 2025. Ça fait 6 ans, tu fais tout ça tout seul, blablabla, bla, t'as jamais rien donné. Il dit, gars, c'est le temps. Puis, on l'a fait parce que le monde que je t'appuyais à Star, parce que je me suis quand même fait une équipe là, récemment, parce que je commençais à
être frustré que le monde me dérange tout le temps. J'ai changé de dernière seconde, ça me tentait plus de prendre le titre, ils m'ont quasiment forcé, non, il faut que tu le prennes, etc. Parce que durant la pause d'été, on veut tout changer. Que ce soit les staffs, les ci, les ça, le roster, on va prendre des nouveaux lutteurs, il y en a qui vont être tassés, j'ai une mentalité, on a de quoi, on veut construire de quoi, puis là, tous les gars de Sorel ont les titres, puis là, on remet la vis à zéro. Fait que ça, c'est la XW en ce moment, mais on a tellement upgradé dans les derniers mois que le reste qui s'en vient va être très, très excitant. Comme le dernier show, j'ai dit une autre surprise qui arrive, on est rendu avec une TV 98 pouces en notre entrée, avec un stage monté. À chaque show, on a quelque chose. J'ai des coins japonaises, verticales, on a tapé des cordes, des nouvelles cordes neuves, des nouveaux turnbuckles, tout le ring est neuf, littéralement. C'est vraiment cool, puis c'est vraiment une grande... ça monte. Mais la job de faire les trois, c'est très pénible parce que le monde sont très dérangeants, parce que ça pense à eux autres. Ça vient de déranger. Ouais, je peux-tu faire ça à la place, puis tout, mais ils comprennent pas que la raison que c'est ça le booking, c'est parce que ça mène à une suite. Ben, eux autres, ils veulent briser ça parce que, je parais faible, je parais ci, je parais ça. Gars, CM Punk, là, il est resté dans le ring 10 minutes la promo à Cena. Il s'en fout qu'il y ait de la répare, là. Donc le gars, je peux-tu après le combat me relever puis donner un coup dans le front? Hey, come on, là, il y a une raison, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est très, très, très pénible. Est-ce que c'est exigeant? Non. Je suis juste comme, le monde sont un peu selfish perso, genre, je lutte à une telle place puis je vais pas déranger le booker parce que je me dis que le booker il est dans le jus, t'sais. Fait que non, c'est exigeant, mais ça a été ça le gros défi. Mais là, je me suis entouré puis j'essaie de, tu sais, honnêtement, c'est même plus moi le booker techniquement là, tu sais. Fait que puis j'ai un lutteur qui a pris sa retraite, il va être backstage, puis ça va être lui qui va faire l'intermédiaire, courir à gauche, à droite, ci, à ça. Fait que le futur s'en vient quand même assez excitant. Puis là, t'as Geneviève Visto qui a emmené la Women Wrestling Syndicate à Sorel, parce qu'elle est à Sorel. Puis là, elle prend le ring de la XW, la salle, puis tout le kit. Puis elle fait ses shows féminins là. Puis je pense juste que, tu sais, on fait, tu sais, la WS, la XW, tu sais, on n'est pas ensemble, tu sais, techniquement, ça reste leur branding, ça reste notre branding, mais on peut s'entraider, on va s'entraider avec la publicité puis tout pour que la lutte à Sorel, parce que le gros struggle à Sorel, c'est que c'est une petite ville, puis c'est dur d'emmener du monde dans une ville comme Sorel. Le monde n'a pas d'argent, c'est pas pas dire que c'est pas une bonne ville, mais il y a eu un show de boxe il y a pas longtemps à Sorel, il y a eu 50 personnes dans la foule. Puis il y avait des gros noms sur le show de boxe. Sorel, c'est ça, tu sais. Fait que si je vais chercher un show que j'ai 150, je suis content, tu sais. Mais avec la qualité des lutteurs qu'on est sur le show, on devrait avoir plus que ça. Fait que c'est le... Tu sais, je n'aimerais pas un nom, mais il y a une grosse pointure au Québec qui a déjà dit, si tu serais à Montréal ou à Québec, t'aurais probablement 3 fois le monde que t'as là, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai le TDT sur mes shows, j'ai Bisking, j'ai des gars comme Jérémy, tu sais. Fait que puis là, t'as les saveurs sorelloises. Fait qu'avec TDT contre Rock'n'Roll, contre les enfants de cœur, dans un freeway par équipe, là, t'arrives Beast King, Shannon Decker contre, puis là, t'as Jérémy contre un tel, mettons contre moi, t'as Brad Alexis qui fait un match hardcore, tu sais, la carte est solide, là, mais t'es dans une ville que c'est dur d'aller chercher le monde, puis et c'est pas, le monde va dire, ouais, mais fais des posters, ouais, mais on fait déjà tout ça. On est à la radio, on est dans un journal, on gère les pages de publicité de Sorel, c'est nous autres qui les gèrent, on se fait notre propre publicité, on est, comme je dis, podcast radio, tirage en ligne, Sorel, c'est très dur. Fait que c'est la grande épreuve, mais on a du fun pareil. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un show XW dans une autre ville un peu plus où il y a un peu plus de population ou bien Non, tu non, non, préfères non, non. vraiment rester à Sorel? Non, je veux rester à Sorel. Sorel, c'est une communauté, puis j'essaie de... Je veux pas... Tu sais, Sorel, il n'y a pas grand-chose, puis je veux pas enlever ça à Sorel. J'ai... anyway, le deal que j'ai avec le bar 525, qui est notre salle, ça reste son équipement. Le ring,
Il est comme à XZW, mais la salle est à lui, c'est ses barricades, tu sais, c'est un mélange d'associations qui fait une association dans le fond. Puis on a besoin un de l'autre en ce moment, puis on aime bien ça parce qu'on est choyé, puis il investit gros, le propriétaire. Non, je pense qu'on est en train de construire de quoi spécial. Puis j'ai pas de remarques, j'ai pas de trailer. Ça me tente pas d'en faire des spot shows à gauche puis à droite. J'ai déjà en masse de booking, je veux dire, que je le traîne le ring, que je le traîne pas, genre un booking pareil sans avoir à rien traîner. Puis bref, non, c'est pas d'un plan. On roule à fait 10 shows par année environ. Et on a peut-être un spot show, deux par année qui reste dans Sorel ou dans ville à 10, 15 minutes, 20 minutes à côté, mettons. Mais non, on roule chaque mois. On arrive à juillet à août, on a off, on se ressource, on essaie de tweaker les affaires pour que tout soit mieux après. Puis non, j'ai pas l'intention de bouger rien. Ça va rester de même, ça va mourir de même, puis c'est ça. Puis c'est pas mal ça pour la XW. Mais tu parles de booking, de promoteur, puis tout. Je t'en ai parlé un peu avant qu'on est en onde. Là, je m'occupe de En Action pour la cause cette année. Le show au profit de Action Autisme. Puis je vais le plugger vite vite. Ça va être au centre de Deck Anjou le 23 août. Le soir, comme d'habitude, 7h, 7h30. On va offrir genre 7 combats, 2 combats VIP. Là-dedans, il va y avoir une Battle Royale. Il y a des matchs commandités par des fédérations. Comme il donne un don, genre donne un don à la fondation, puis un match, mettons, on va dire ABC, on va dire, là, un match championnat ABC. Là. Ils ont un match sur la carte, puis on va faire de quoi comme de quoi de gros, on essaie de faire de quoi de gros, on va y aller avec une formule un peu différente des saisons précédentes, on va dire. Là. J'essaie vraiment de maximiser plus l'aspect argent que je veux pas dire les lutteurs nécessairement, là, mais j'irai pas j'ai pas besoin de faire un match hardcore avec des portes, des néons, des ci, des ça, mettons, pour tu comprends, tu sais, j'ai essayé de faire des matchs des gars du coin, Montréal, Anjou, tu sais, qui peuvent attirer du monde. Je vais vraiment y aller vers du monde qui draw un peu plus, ça fait du sens. Puis, tu sais, c'est un show bénéfice, fait que les lutteurs, ils ont pas de payoff. C'est eux autres qui viennent par eux autres mêmes. Puis on a des grosses pointures qui viennent, qui sont payées cher d'habitude, qui viennent gratuits. Ça va être un show spécial, puis c'est honnêtement, tu sais, il y a eu le COVID, mais d'habitude, c'est comme un show annuel. Puis quand tu rentres là, en général, tu es souvent contacté pour les années précédentes, pas précédentes, mais dans le futur, dans le fond. Fait que honnêtement, c'est une belle expérience, puis ça vaut la peine de se donner. Puis j'aimerais ça que le monde se pointe en grand nombre le 23 août. Parce que ça reste une cause Action Autiste, il y en a beaucoup. Il y a même des lutteurs qui sont autistes ou qui ont de la famille autiste. C'est une cause qui me tient à cœur, puis j'aimerais vraiment ça, je le dis. Là, dans le fond, aller sur la page En Action pour la cause sur Facebook pour la Fondation Action Autisme. Puis l'événement, c'est En Action pour la cause, mais tu sais, le nom de la page est En Action pour la cause, l'événement. Si vous voulez avoir des informations pour les billets, tout le tralala, dans le fond, c'est pas mal là. Bah écoute, je te rejoins là-dessus, c'est vraiment une belle cause et j'encourage toutes les personnes qui vont visionner ce podcast à aller les encourager. Je vais faire en sorte de mettre les liens en bas dans la description, que ce soit pour la page de la XAW, mais aussi pour le show en question. Et bah écoute, je pense que ça clôture pas mal le podcast d'aujourd'hui. Je pense qu'on a couvert quand même pas mal de sujets. Je te remercie déjà énormément d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vais aussi bien évidemment faire en sorte de mettre tes réseaux sociaux en bas. Si jamais tu veux rapidement les partager, je vais aussi les mettre dans la description. C'est Jason Pessler partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, Instagram, Jason Pessler. Il n'y a pas de raccoon dans le nom, c'est Jason Pessler, mon vrai nom. Puis juste me suivre partout, j'accepte tout le monde. J'ai une page avec mon petit crochet bleu, justement, avec mes followers. Le plus que j'en ai, le plus que je suis content, parce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est important. Eh oui. C'est le même que tu vas chercher du reach.
C'est pour ça que en ce moment, je suis probablement un des lutteurs qui a le plus de reach au Québec. 420 000 vues par mois environ, ce qui est quand même très, très, très beaucoup. Fait que, allez me suivre, allez checker ma page, j'apprécie. Même si vous venez de l'Europe, Voilà, c'est ça. Peu importe d'où vous venez, que vous venez d'Europe, du Québec, allez montrer votre soutien. Ça fait toujours plaisir de nous soutenir dans la lutte. Et enfin, dans notre parcours, on va dire, dans notre carrière de manière générale. Et concernant les personnes qui vont visionner le podcast, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous exprimer en bas dans les commentaires, mais aussi comme d'habitude faire toutes ces choses qui sont reliées à YouTube, liker, partager et de vous abonner. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.